Bonjour. Dans les montagnes chantées la liberté, je vous emmène donc en Cerdagne, à Font-Romeu, qui est une station de sport d'hiver connue aujourd'hui. Mais Font-Romeu, en fait, est une double anomalie. À sa création d'abord. En fait, au départ, ça n'existait pas. C'est lors de la construction d'un palace, le Grand Hôtel, au milieu de nulle part, juste avant la Première Guerre mondiale. Il n'y avait que des prairies, quelques granges, et c'était sur le territoire d'un village qui s'appelle Odeio, et qui était un des villages les plus pauvres de Cerdagne. On appelait ses habitants les tornaps, c'est-à-dire les grilleurs de navets, c'est vous dire. Et parce que ce grand hôtel a existé, et autour on a construit d'autres hôtels, et puis toute la station, c'est devenu la localité la plus riche de Cerdagne. Il n'a pas été sans jalousie d'ailleurs. Le deuxième paradoxe, la deuxième anomalie, c'est justement pendant l'occupation. À ce moment-là, Font-Romeu grouille d'Allemands. Tous ces officiers blessés sur le front de l'Est, donc Stalingrad et ailleurs, qui viennent en convalescence, il y en a partout, il y a même à la Villa Tatos, il y a même la Gestapo. Et en même temps, sont réfugiés à Font-Romeu un bon nombre de familles juives, mais qui ne se cachent pas. Par exemple, le petit Jean Tenenbaum, qui deviendra plus tard Jean Ferrat, a 12 ans, et il est inscrit à l'école sous son nom juif donc. Et avec pour référente l'assistante sociale de Lauzet. Et malgré ça, eh bien, il ne va rien se passer à Font-Romeu même. Parce que les Allemands vont faire des opérations tout autour, bien évidemment. Mais à Font-Romeu, ils ont en quelque sorte respecté le havre de paix qu'ils appréciaient tant. On va dire que chacun faisait semblant de regarder ailleurs. Et c'est pour ça que les filières de passage vers l'Espagne ont pu transiter par Font-Romeu. Et qu'à Médine, mon étudiante en mathématiques, forcément elle est différente, c'est rare à l'époque, et par conséquent on la regarde un petit peu perplexe, voire avec méfiance, qu'elle va pouvoir s'employer donc à faire passer des gens en Espagne. On la retrouve sous son pain, plongée dans ses équations, là où nous l'avons laissé hier. Un léger grondement interrompit sa méditation studieuse. Amédine jeta un rapide coup d'œil vers le ciel, mais pas le moindre nuage ne venait voiler le bleu qui soulignait la cime aiguë des pins autour de la clairière. Le bruit se prolongeait pourtant, se rapprochait, enflait, saccadé. Un rictus dédaigneux crispa la commissure de ses lèvres. Ça n'était pas le tonnerre. En contrebas, derrière l'épais rideau d'arbres, des dizaines de bottes martelaient en cadence la terre battue de la route. Les pensionnaires du Grand Hôtel descendaient en colonne, 2 par 2, vers le casino pour assister à leur séance de cinéma hebdomadaire. Amédine avait vu l'affiche placardée à côté de la porte hier. Robert Koch, le combattant de la mort, avait-elle aussitôt traduit à Vincent, en se demandant si ce Robert Koch-là avait quelque chose à voir avec le découvreur du bacille de la tuberculose. À moins de 2 kilomètres du centre héliothérapique des pupilles de l'école publique, cela aurait été somme toute pertinent. Mais l'occupant devait être loin de ses préoccupations. D'ailleurs, ce Robert Koch n'était peut-être qu'un valeureux petit soldat du Troisième Reich dont la propagande avait décidé de faire un héros, allez savoir. Elle haussa les épaules et reprit le livre qu'elle avait posé sur ses genoux. Comme si les Allemands ne pouvaient pas emprunter, comme tout le monde et comme elle-même l'avait fait un peu plus tôt, le sentier et les marches qui les auraient amenés en 2 minutes à l'entrée du casino. Mais cette dégringolade en désordre à flanc de montagne aurait manqué de tenue et de discipline, ce qu'aucun officier Boche n'aurait pu accepter. Voilà pourquoi ils obligeaient leurs hommes à faire un grand détour en suivant les lacets de la route, histoire de rappeler aux Romefontains qui étaient les maîtres désormais. Le grondement allait décrescendo, et le pépiment des oiseaux qui s'ébattaient sur les branches le couvrit bientôt tandis qu'il s'amenuisait jusqu'à disparaître. Amédine s'aperçut qu'elle avait, sans même en avoir conscience, enfoncé ses ongles dans le visage extatique que la demoiselle en robe de soirée levait vers le bellâtre ténébreux penché vers elle sur la couverture qui servait d'alibi à son manuel de mathématiques. Elle était bien balafrée à présent. Amédine avait adopté ce subterfuge depuis son arrivée chez son grand-père afin d'éviter les regards de travers et les réflexions peu amènes des commères du village qui ne se montraient pas plus tendres que la tante Marguerite. Elle avait déniché dans une armoire de l'hôtel des Isards un de ces romans de gare à l'intrigue romanesque dont raffolaient les jeunes filles sentimentales dans l'attente du prince charmant, sans doute oublié là par une cliente neurasthénique.
tempête dans les cœurs. Mais où allait-on chercher des titres pareils, je vous le demande. Enfin, c'est tout ce qu'elle détestait. Elle l'avait donc dépouillé sans remords de sa jaquette, qu'au moins elle serve à assurer sa tranquillité. Une cloche tinta dans le lointain. C'était l'heure de la récréation à la pension Issembe. Elle ébaucha un sourire en imaginant Petit Louis et ses camarades de sixième en train de dégringoler les marches du perron pour investir la cour de leurs cris et de leurs jeux. Les gamins ne savent pas jouer en silence à cet âge-là. Tant mieux qu'ils s'amusent, le temps de l'insouciance s'enfuirait bien assez tôt. À ce propos, elle ferait bien de se dépêcher de terminer son chapitre. Dès la fin de la classe, la Maïnade, la marmaille si vous préférez, investirait à son tour la clairière pour profiter des dernières heures du soleil, et elle avait tout intérêt à avoir levé le camp avant. De toute façon, la tante Marie l'attendait au télémarque à 17h pour l'aider dans le service. Amédine aurait volontiers passé toutes ses journées le nez dans ses bouquins ou à griffonner des équations dans les cahiers qu'elle avait emportés avec elle, dissimulés entre deux chandails, mais elle ne pouvait décemment refuser de mettre la main à la pâte. Et travailler au salon de thé était somme toute assez divertissant. Allons, elle s'accordait encore une demi-heure avant de redescendre se changer. Comme elle décroisait les jambes pour trouver une position plus confortable, un bout de papier plié en quatre glissa dessous la jaquette alibi de son livre. Elle résista à l'envie de le déplier. C'était superflu d'ailleurs et on connaissait le contenu par cœur. Il s'agissait d'un des tracts appelant à la libération du professeur Langevin, un physicien antifasciste qui avait été arrêté en octobre 40, qu'elle avait gardé donc précieusement. Elle en avait distribué des dizaines avec Daniel à la porte de l'amphi, et ils étaient allés ensuite prendre un café ensemble, au Dupont Latin. Elle repoussa du bout du doigt le tract dans sa cachette. Elle avait toujours ce pincement au cœur quand elle y pensait. Il faisait très chaud dans la salle, et les vitres étaient embuées. Si la journée avait été belle, avec comme un avant-goût d'été, la fraîcheur était tombée dès que le soleil avait disparu derrière le pic des Moreaux, rappelant que l'hiver n'avait pas encore rendu les armes. C'est que Font-Romeu se situait quand même à 1750 mètres d'altitude. Du coup, le salon de thé était plein, et Madame Marie n'avait même pas eu besoin d'allumer l'élégant poêle en fonte qui garnissait le coin de la pièce lambrissée. C'était toujours ça de gagner. Même si les Girvès avaient les moyens, comme on disait, en ces temps de restriction, économiser le bois comme le charbon était une préoccupation de chaque instant, pour eux comme pour tout le monde. C'est drôle quand on y réfléchissait. La plantureuse Marie était dûment mariée, devant monsieur le maire, comme devant monsieur le curé, sans oublier tout ce que la Cerdagne comptait de notables et personnalités, et ce depuis une bonne vingtaine d'années à Maurice Goual. Mais elle restait pour tous la fille Girvès, comme si elle n'avait jamais eu la bague au doigt. Bon, il est vrai que le discret Momo était prisonnier au fin fond de l'Allemagne depuis plus de 3 ans, et que même auparavant, quand il était là à s'activer silencieusement entre le garde-manger et l'office, on le remarquait à peine. Vincent referma rapidement la porte derrière lui pour éviter de créer un courant d'air qui aurait immanquablement attiré sur lui l'attention irritée des officiers attablés devant leur tasse fumante dont ils voyaient de dos la nuque raide. Ils avaient dégrafé leur col et accroché leur casquette en grappe au pater pour se mettre plus à l'aise. Mais les militaires allemands étaient bien trop occupés à échanger des plaisanteries, salaces si l'on en croyait leur rire gras, pour remarquer sa présence. Le jeune homme se faufila vers la desserte, sur laquelle s'alignaient en bon ordre tartes et gâteaux faits maison avec les moyens du bord, largement entamés sur les assiettes blanches, frappées du monogramme rouge du télémarque, et se laissa tomber sur la chaise faillée tout au bout, qui permettait aux serveuses de se délasser un peu les jambes quand le client était rare. Mais pour l'heure, pas plus Amédine que Maggie, la fille de Madame Marie, n'avait une minute pour s'asseoir, et tandis qu'elle s'empressait, le plateau levé à hauteur de l'épaule pour ne pas heurter une tête ou un dossier en se glissant entre les tables, Vincent pouvait occuper sans remords le siège vacant qui lui offrait un poste d'observation idéal sur toute la salle. On ne pouvait rêver plus dissemblable que les deux cousines, hormis peut-être dans les contes de fées. Maggie, jolie brunette, aux joues roses creusées de fossettes et aux formes déjà bien affirmées, promettait de suivre les traces de sa mère. Coquette, elle s'y entendait comme pas deux pour faire chavirer le cœur des garçons, tout en restant parfaitement sage, car si elle les autorisait parfois à lui prendre la taille, ce n'était que pour la faire tournoyer sur la piste de danse. Avec ses cheveux très blonds, hérités d'une grand-mère maternelle enlevée à sa famille grenobloise par le fougueux catalan qui était devenu son époux, et ses yeux bleus de porcelaine estampillés en revanche Girvès, Amédine aurait pu avoir quant à elle
tout d'une poupée à la joliesse un peu fade. Certains d'ailleurs s'y laissaient prendre, jusqu'à ce qu'il rencontre son regard vif et profond à la fois, qui les perçait à jour en un instant. Vincent disait souvent en plaisantant qu'elle comprenait ce qui se passait dans sa tête, alors même qu'il n'avait pas encore conscience de quelque chose l'agitait. Il avait une confiance aveugle en son amie d'enfance, et admirait sans réserve cette faculté. Mais il voyait bien qu'elle mettait les autres mal à l'aise. D'ailleurs, il n'y avait qu'à observer Amédine, tandis qu'elle se penchait pour verser le café, le thé, le chocolat chaud, ou ce qui en tenait lieu dans les tasses. Les clients lui renvoyaient son sourire, mais aucun ne se risquait à lui adresser une de ces plaisanteries gaillardes qui fleurissaient au passage de sa cousine. Elle réussissait l'exploit d'être tout à la fois sincèrement affable, à l'écoute des uns et des autres, et extérieure à cette assemblée bavarde et bruyante qu'elle semblait étudier de loin, alors même qu'elle était immergée dedans. Une sorte de dédoublement dû sans doute à son cerveau qui fonctionnait si vite, trop vite pour la plupart des mortels, et qui la rendait si singulière. Tellement singulière qu'elle va devenir la Lorelai, une espèce de muse des résistants, en animant donc ses filières de passage vers l'Espagne. J'en profite pour vous annoncer que Les Montagnes Chantent à la Liberté sont également en poche maintenant chez TDO Éditions, donc vous avez les deux versions. À demain.